Francis Verpeau, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de venir sur cette émission orientée sur la gestion de projet. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement? Oui, bonjour à tous. Donc Francis Verpeau, je suis en gestion de projet chez Vinci Construction pour un projet de convergence sur les sites terminaux où nous avons l'espoir, je dirais, puisque c'est très compliqué chez nous, de converger, de faire converger l'ensemble du matériel, mais aussi des process d'utilisation, d'installation de MCO et de décommissionnement de l'ensemble des sites terminaux de Vinci Construction. Donc, c'est un projet qui rentre dans le cadre du programme Next, qui est l'ensemble de la convergence chez Vinci Construction. Voilà. D'accord, super, merci. Avant d'être arrivé sur des gros projets avec Vinci, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours parce que ce projet chez Vinci, c'est quand même un gros projet, il faut avoir beaucoup d'expérience. Et je présume que vous êtes passé par plusieurs étapes avant d'arriver là. Alors effectivement, je suis passé par plusieurs étapes, sauf que j'ai un profil qui est tout à fait atypique et qui prouve aussi que la gestion de projet, même si ça doit répondre à certaines normes, à certains cloisonnements, à certaines organisations et aussi à certains vocabulaires, reste quand même accessible, même si on n'a pas fait des grandes études. Puisque moi, j'ai commencé en tant que pâtissier, chocolatier, confiseur à l'âge de 14 ans. À 18 ans, je suis rentré à l'armée, où j'ai fait 26 ans d'armée, dont 10 ans en branche de combat. En 1998, je suis arrivé à Compiègne, dans une branche qui mêlait l'informatique et le combat, où là, j'ai commencé un petit peu de faire mes premières armes, toujours en autodidacte. Donc, j'ai développé un premier logiciel pour la simulation des tirs d'artillerie, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que dans la réalité, il y a un observateur qui est sur le champ de bataille, qui va détecter une cible, qui va modéliser ça dans un logiciel qui va permettre au canon de tirer rapidement au bon endroit. Et ça, dans la simulation qu'on utilisait à l'époque, ça n'existait pas. Donc, j'ai pris mes petits bras, j'ai trouvé un logiciel pour développer ça et j'ai appris sur le tas à fabriquer ce logiciel qui a été développé par moi, mis en place par moi et jusqu'au niveau de l'école d'artillerie de Carpiane. Donc, je pense que ça devait répondre aux besoins. Suite à ça, j'ai continué mon petit parcours jusqu'en 2004 où je suis arrivé dans un organisme, la DGSE, où j'ai pris entre autres la gestion d'un projet en autonome, c'est-à-dire que j'étais de la place de la personne qui va collecter le besoin de l'utilisateur, la place de la personne qui allait mettre en place le projet, qui allait gérer le projet, la personne qui allait développer et la personne qui allait faire le support à l'utilisateur, c'était moi. Donc, j'ai vraiment eu la chance de connaître un petit peu tous les postes et je pense que cette expérience est la plus intéressante pour la compréhension d'un projet. Et ensuite, donc en 2015, j'ai atterri chez Vinci Construction où j'ai pris la responsabilité de toute la zone Nord-Picardie pour Vinci Construction France, où là, j'avais des fonctions de responsable informatique standard avec le support, la mise en place de certaines architectures, etc., où sans être un projet à proprement dit grandeur nature avec toutes les phases du projet, c'était des petites phases de réflexion, de projet avec un ou deux prestataires pour mettre en place. Et en 2018, j'ai intégré la convergence de Vinci Construction avec la prise en charge du projet de mise en place justement cette convergence sur les sites terminaux. J'ai eu beaucoup de problématiques à résoudre. Donc, toute l'expérience que j'ai accumulée auparavant m'a beaucoup servi. En 2015, avant d'intégrer Vinci Construction, j'avais fait un MOOC sur la gestion de projet qui m'a beaucoup servi pour avoir vraiment les différentes phases, l'organisation et un certain vocabulaire pour pouvoir suivre ce projet tel que je le suis aujourd'hui. Maintenant, les besoins pour un bon chef de projet, c'est principalement de la logique,
même si l'école, la formation apprend certaines choses, la logique, ça reste le propre de l'homme et de l'homme ou de la femme. Hein. Mais c'est vraiment ça qui va faire que le projet va se passer bien ou pas bien. On peut faire tout ce qu'on veut, mettre tous les documents qu'on veut les uns derrière les autres. S'il n'y a pas une certaine logique, si on n'arrive pas à raconter une histoire qui soit cohérente, le projet ne tiendra pas. Et c'est ça où il y a vraiment un besoin de se poser, des fois de prendre du recul et de mettre les choses. Et c'est ce MOOC et ces formations qu'on peut avoir sur le projet, en fait, tiennent surtout à ça, c'est à apprendre ces choses de manière à ce qu'on puisse organiser les choses et raconter une histoire qui soit cohérente de bout en bout. Je pense que c'est vraiment le principal. Oui, je présume que même cette logique, vous l'avez apprise dans votre formation de pâtissier, Ah chocolatier. ben, de toute façon, les métiers comme ceux-là, qui sont des métiers manuels, on apprend quand même une certaine logique parce que bon, bah, si vous voulez faire un gâteau, si vous essayez de le cuire avant d'avoir commencé à mettre les ingrédients, ça ne va pas marcher, quoi. Donc il y a une certaine chronologie et forcément on apprend certaines choses et après c'est simplement à reproduire ces choses. Après, le passé militaire a quand même aussi beaucoup servi dans le sens où les militaires sont quand même relativement carrés et organisés. Et dans le projet, bon, bah, c'est pareil, si vous n'avez pas une organisation qui est, sans être militaire, mais qui est quand même euh, assez stricte, ça part vite en live, à droite, à gauche. Dans la formation que j'ai eue en tant que sous-officier, je formais les jeunes. Donc, il y a aussi cette part de dialogue où aujourd'hui, moi, je suis sur un projet qui a un client défini. Et ce client défini, il faut échanger avec lui. Et cette capacité de dialogue, ça ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. Il faut apprendre à discuter, il faut apprendre à connaître les gens et à comprendre leurs besoins. Et ça, c'est une des premières phases quand on fait une analyse de besoins, c'est d'arriver à comprendre ce que veut exprimer le client. Et oui, car si on détecte mal le besoin, tout le projet qui en dépend, quand on arrive à la fin, qu'on livre la solution et on se rend compte que ça répond pas du tout aux besoins du client, c'est là où on se dit, ben, en fait, mon projet est un échec. Tout à fait. Et c'est là où le DevOps, ce qu'on appelle le DevOps, qui est le cycle court en liaison avec le client, a un intérêt, puisque ça permet quand même de vérifier en permanence que le projet est bien dans la cible avec le client. D'accord. C'est là où vous avez justement développé cette application en Java, c'est ça? Alors, j'avais une application, c'était du visuel basique. C'était un fichier Word avec plein de choses. Et derrière, il y avait aussi du Java pour mettre en place certaines autres choses. Donc, il y a plein de choses qui. En fait, c'était un projet avec des sous-projets. Et c'est là où j'ai quand même pas mal appris sur la gestion de projet parce que vous avez un projet, le gérer, c'est facile. Vous avez un projet qui a des dépendances, bah, ça devient tout de suite plus délicat d'arriver à ce que tout se coordonne pour qu'à la fin, bah, le projet soit réussi. Oui, c'est ce qu'on appelle un programme en fait. Voilà, C'est le découpage en plusieurs petits projets pour avoir un seul gros projet à la fin. tout à fait. Quand vous avez appris le code, vous avez appris un petit peu comment développer une application, est-ce que vous déjà à ce moment-là vous avez pressenti que vous pouvez travailler, on va dire de manière instinctive, de manière logique, un peu en DevOps, sans forcément évidemment avoir posé tous les termes qu'on a aujourd'hui? Ah ben, j'étais obligé, parce que j'étais dans le centre de simulation, on travaillait avec des utilisateurs. Donc, à chaque itération de mon projet, les utilisateurs le testaient et me faisaient un retour tout de suite en disant oui, bon là c'est bon, ou là, ben, là j'aurais plus besoin de ça, ou ça et ça me manque, etc. Et du coup, ben, je reprenais mon petit cahier, je remarquais un petit peu toutes les remarques et je regardais comment ces remarques, je pouvais les intégrer dans le projet pour que ça évolue. D'accord. Et tout ça, vous l'avez appliqué instinctivement ou on vous a formé au préalable? Instinctivement, je suis autodidacte complet. Hormis le MOOC que j'ai suivi en 2015, j'ai tout cherché. À l'époque, c'était Lycos, qui était un très bon ami. Après, c'était Google.
Et je suis monté comme ça. Mon premier gros travail, ça a été, j'ai un ami qui m'a filé un bout de son code et qui m'a dit, ben voilà, voilà, je te donne 2 pages de code, je te dis à quoi ça sert et puis tu te débrouilles. Et j'ai appris comme ça. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même en étant autodidacte, vous avez pu comprendre, comme vous disiez au début, que la gestion de projet reste de la logique et que quand on comprend les différentes étapes d'un projet et aussi comment interagir avec l'utilisateur pour lui répondre à son besoin, le reste, ça peut venir instinctivement. Tout à fait. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir que des projets qui étaient en contact direct avec les utilisateurs. Donc, peut-être que sur un projet, je dirais en aveugle, on ressentira moins cette interface avec l'utilisateur et les étapes, les cycles successifs pour arriver au bout. Mais l'avantage, c'est qu'avec un utilisateur, ben, on sait ce qu'on va donner à l'utilisateur. Comme je l'expliquais, hein, le premier travail, et on l'a bien dit tout à l'heure, c'est de comprendre ce qu'attend l'utilisateur. Et une fois qu'on a trouvé ce qu'attend l'utilisateur, c'est d'arriver déjà à faire un premier schéma de ce qu'on va lui proposer, de voir avec lui si ça convient, de lui livrer une première itération du projet et après de voir ce qu'il ressent déjà, si c'est bien cohérent avec ce que nous, on a compris de son besoin, et ensuite de faire évoluer le projet pour obtenir la cible finale. Vous venez de dire que vous avez toujours été en contact avec l'utilisateur. Vous avez des exemples peut-être de collègues ou d'amis qui ont fait justement de la gestion de projet, mais où ils n'avaient pas ce contact avec l'utilisateur. Non, malheureusement, j'ai pas d'exemple. Je sais que ça se fait, hein. Bon, bah, quand on fait un projet pour mettre en place une chaîne sur une construction automobile ou dans une usine, bon, bah, les gens n'ont pas forcément le contact. On leur dit, ben voilà, il faut mettre en place une machine qui va faire ça, 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 et bon, bah, la personne construit, mais en aveugle à la sortie de la production, quoi. Vous ne pensez pas que c'est une erreur de travailler un petit peu comme ça et que le fait d'être en contact constant avec l'utilisateur, c'est quelque chose qu'il faudrait appliquer sur tout type de projet? Pour moi, enfin, c'est aussi dans mon ADN de militaire, c'est que ben, vous pouvez avoir 50 chefs, s'il n'y a pas de soldats pour travailler avec eux, on n'avancera pas, on ne fera pas la guerre. Du coup, nous, enfin moi, j'ai toujours connu ça, où j'avais besoin de mes ouailles, et les ouailles avaient besoin de moi pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire quelque chose. Et donc, du coup, j'ai toujours connu ça. Donc, pour moi, c'est un petit peu difficile à concevoir de travailler en aveugle. Parce que ben, forcément, le but d'un projet, c'est de répondre à une demande. Et si on n'a pas la personne qui fait la demande, c'est un petit peu difficile de voir si on est toujours en cible. Sachant que même si vous passez des jours et des jours, voire même parfois des mois à faire la préparation du projet, ce qu'il y a dans la tête de la personne, vous ne le saurez jamais. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est vital de pouvoir faire des cycles plus ou moins courts avec l'utilisateur pour voir si on est bien dans la cible et si ça répond bien à son besoin. Et aussi, une chose que j'ai souvent découvert, c'est que la possibilité crée le besoin des fois. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand on a des cycles courts, se rend compte de la possibilité. Ça n'empêche pas d'avoir un scénario bien écrit et de dire, ben voilà, ça, on va sortir cette première phase. Mais quand on voit les possibilités de la première phase, on peut se dire, ben voilà, la seconde phase, peut-être que j'aurais peut-être possibilité de faire autre chose. Et du coup, le projet ne va pas s'arrêter à la première demande, mais va déboucher sur un autre projet, enfin de perfectionner le premier jet du projet. Oui, et c'est l'une des grandes forces du déploiement projet en itération, c'est de pouvoir tester avec l'utilisateur le produit dans une version 1, détecter ce que vous disiez, les nouvelles possibilités, d'améliorer le produit pour proposer encore plus. Ouais, mais alors là, faut pas tomber faut faire très attention de bien séquencer le projet 1 et les améliorations qui feront partie d'un autre projet.
Parce qu'autrement, ce qui risque le travers qu'il peut y avoir, c'est que le client peut s'apercevoir qu'en fait, il va lui avoir d'autres possibilités et de demander ça dans le projet initial qui n'est plus le projet initial du coup. Donc, il faut bien faire attention que de garder la cible première, même si le client s'aperçoit qu'il y a d'autres possibilités et que ça va permettre d'améliorer par la suite le projet, la première demande, à partir du moment où elle est validée, la réponse du projet sera la réponse à la première demande. C'est vraiment cadrer le besoin qui est Voilà, tout à exprimé fait. dès le début. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut vraiment que dans une gestion de projet, qu'il y ait de la rigueur et de l'organisation de manière à ne pas se laisser déborder par des choses qui peuvent faire partie d'un deuxième projet ou d'une continuité de projet, mais qui ne sont plus la demande initiale. Et du coup, ça n'est plus le même besoin de réponse. Le chef de projet doit se concentrer sur la réponse initiale qu'il a, même si derrière, il y a une continuité du besoin. Oui, et c'est comme ça qu'on arrive à des projets qui, à la base, devaient répondre à un besoin très, très simple, où on se rend compte de la possibilité de pouvoir exploiter ce projet, de faire plein, plein de choses, mais ça coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps, et à la fin, on se rend compte que ça sert à rien. Voilà. Tout part du premier, hein, tout part du début, la compréhension du besoin, la rédaction du besoin, l'acceptation de la cible par les deux entités, hein, le donneur d'ordre et le chef de projet. Une fois que cette cible est définie, on atteint la cible, mais ça n'empêche pas que derrière, le donneur d'ordre peut comprendre qu'il y a autre chose à faire ou quelque chose de mieux à faire avec ce qu'il a commencé de faire. Tant que ça reste voilà, séquencé, que évidemment le projet répond aux besoins initialement exprimés. Voilà. Super. Une fois que vous avez fait cette étape où vous avez appris, on va dire, toute la base de Mmh. la gestion de projet de manière autodidacte, toujours hein, avec cette logique qui s'est construite, vous êtes passé ensuite responsable de site et parti peut-être un peu plus faire vraiment de l'informatique infrastructure. Voilà, là j'ai eu une mission de transformer un bâtiment avec toute l'infrastructure qui était à l'intérieur. Et là, j'ai eu un projet, montage de projet, où on faisait intervenir des prestataires. Et donc, du coup, ça m'a appris la gestion des prestataires, qui n'est pas forcément toujours intuitive parce que les gens ont leurs propres besoins, ont leur propre façon de fonctionner. Et ça nécessite donc d'avoir déjà un glossaire qui soit commun à tout le monde, de manière à ce que tout le monde sache quels sont les termes et à quoi correspondent ces termes. Ensuite, de comprendre la façon de travailler et les impératifs de chacun. Et là, ça a été plus de la gestion de projet au niveau suivi, de manière à vérifier que toutes les tâches sont bien terminées dans les heures, enfin, dans les délais, puisque derrière, ça attend, enfin, un autre prestataire attend pour pouvoir intervenir. Oui, et c'est aussi intéressant de, quand on fait intervenir un prestataire qu'il puisse avoir aussi une part dans comment la solution ou le produit va pouvoir rendre service aux besoins exprimés. Là, ça fait partie des choses qu'on transmet. Donc, quand on a un prestataire, alors moi, je travaillais à la DGSE, donc il y a un impératif qui est le besoin d'en connaître. C'est-à-dire que on doit informer le prestataire pour qu'il ait suffisamment d'informations pour pouvoir travailler, mais qu'il n'ait pas d'informations supplémentaires qu'il n'a pas à connaître. Et ça, aujourd'hui, c'est très intéressant dans la gestion de projet, puisqu'avec le RGPD qui a été mis en œuvre en 2016, c'est quelque chose qui est très important. La gestion de projet doit intégrer toutes ces normes de sécurité, tant sur la sécurité normale des données, mais en plus sur la sécurité des données dites confidentielles, enfin personnelles, pardon. Oui, mhm, oui, oui. De pouvoir faire en sorte que le prestataire puisse répondre aux besoins sans que Voilà.
il y a accès justement à ce genre d'informations qui pourrait être, ça pourrait être périlleux d'avoir une fuite d'informations de ce type-là. Mm. Et moi, ça m'a beaucoup servi dans la gestion de projet, sur toute la gestion des risques, puisque dans tout projet, il y a une part de gestion des risques. Et cette gestion des risques, autant sur le premier projet, quand j'étais dans le centre de simulation, c'était relativement bénin. Autant à partir du moment où je suis rentré à la DGSE, la gestion des risques devait être beaucoup plus importante parce que forcément l'impact était beaucoup plus important aussi derrière. Comment vous procédiez justement pour détecter un risque? Est-ce que vous fonctionnez un petit peu de la même façon, de toujours discuter, dialoguer? Alors déjà, c'est la connaissance des consignes de sécurité et des différentes matrices de sécurité existantes, que ce soit dans les organismes militaires ou même chez Vinci. Hein, on a ce qu'on appelle les chartes informatiques. Donc, c'est déjà de bien lire la charte informatique. Ensuite, on se rapproche des organismes de sécurité pour savoir quels sont les points sensibles. Et une fois qu'on a rédigé les exigences de sécurité, on fait le point avec les organismes de sécurité pour voir si on coche bien toutes les cases. Et donc, tous les risques qui sont un petit peu sensibles, on les entre dans une matrice de risques et, de manière à voir un petit peu où et comment on répond. Et de voir aussi leur impact et comment réagir quand ce problème Voilà, se déclenche. Savoir si, il faut vraiment mettre un petit peu les moyens de répondre à cette problématique si jamais elle intervient. tout à fait. Ensuite, vous êtes basculé vers vraiment de l'infrastructure. C'est ce qui amène votre mission actuelle, à savoir la convergence infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le projet actuel que vous menez? Alors actuellement, comme dans beaucoup de grosses boîtes, les gens sont répartis en sous-divisions et chacune des divisions a plus ou moins sa façon de travailler, a plus ou moins je dirais, son matériel préféré. Et c'est simple, quand vous avez une personne qui va voir un HP ou un Dell en disant, voilà, il me faudrait 2 serveurs, alors, on va négocier les prix sur 2 serveurs. Quand vous avez 3000 sites sur le monde et que vous arrivez voir le même prestataire en lui disant, voilà, il me faudrait 3000 serveurs, la marge de négociation est beaucoup moindre. Le prix est moins élevé, forcément. Donc, on va avoir une force qui va être sur la capacité de négocier, puisqu'on aura une volumétrie plus importante. Donc, là, déjà, on va faire des économies. Lorsque vous avez un serveur Dell, un serveur HP, un serveur, je ne sais pas, IBM et un serveur, on va mettre Cisco, il vous faut 4 compétences pour pouvoir supporter ce serveur. Si vous n'avez qu'un seul fournisseur, vous avez besoin que d'une expertise, je dirais. Donc, ça va permettre de mutualiser les expertises et d'optimiser la gestion des problèmes. Donc là-dessus aussi, on va faire des économies puisque où il nous fallait 4 experts différents, il nous faudra un expert qui sera capable de former en interne les gens pour pouvoir répondre aux besoins. Donc là, on va avoir du gain aussi. Ensuite, lorsque vous allez installer un ESX sur du HP ou un ESX sur du Dell, vous n'aurez pas la même image, donc le même bloc. Et forcément, il vous faudra avoir de la gestion de ces blocs qui vont être déployés sur les ESX. Donc, en n'en ayant qu'un, on économise aussi sur les personnels qui vont gérer et cette gestion, qui permet de tout le monde aussi d'avoir la même image avec la même version, avec les mêmes patchs de sécurité. Donc, on a aussi du gain là-dessus, peut-être pas forcément économique, mais fonctionnel. Ensuite, lorsqu'on va avoir du support, on va pouvoir avoir un point de contact unique. Et lorsqu'on va déployer le matériel, c'est pareil. On peut, comme on dit nous, industrialiser le processus, c'est-à-dire qu'on va définir un cahier de réception du matériel. Donc, comme le matériel sera le même, tout le monde pourra le réceptionner de la même façon. Comme les interfaces de gestion seront les mêmes, tout le monde saura quoi voir et quoi regarder. Et donc, du coup, le déploiement
il n'y aura plus besoin d'avoir des gens qui seront spécifiques à un tel ou tel matériel. Les gens auront un seul matériel à connaître. Ce qui permet par la suite aussi, si jamais les gens veulent changer de localisation, d'avoir une facilité pour la mutation interne. Il y a quelqu'un qui est sur Paris, qui déploie des trucs pour Île-de-France. Ben, un jour, il a une campagne où il a besoin de partir dans le sud ou dans l'ouest. Les compétences, il les aura puisque ce sera le même matériel, ce seront les mêmes processus pour déployer ce matériel, pour maintenir ce matériel. En gros, c'est vraiment mutualiser la façon de travailler, de déployer les infrastructures. Voilà, Quand une personne devra déployer ce matériel qu'il devra recevoir, ça sera exactement la même chose partout où il ira. tout à fait. Puisque vous parliez de fait de travailler en itération avant, vous parliez aussi de DevOps. Comment vous avez pu mixer toutes ces compétences pour aujourd'hui manager un projet comme ça? Alors, on a travaillé en coordination avec l'ensemble des entités de Vinci Construction. Donc, on avait des collaborateurs qui étaient dédiés pour participer au projet et nous apporter leur expression de besoin, je dirais. Donc, on a défini avec eux une gamme de matériel et ensuite, au fur et à mesure des process, on leur a donné le cahier de procédure qui était défini et c'est validé avec eux que tout correspond à leurs besoins. Et une fois que c'est fait, les premiers sont en cours de déploiement et on valide avec eux que ce qu'on a écrit, qu'on a validé, ça fonctionne sur le terrain. Parce que entre ce qu'on fait sur du papier et ce qui se passe, parce que lorsque vous êtes en Afrique, vous n'avez peut-être pas les mêmes conditions climatiques, vous n'avez pas les mêmes problématiques de réseau, vous n'avez pas les mêmes problématiques de courant, donc il faut que ça fonctionne. Quand vous êtes parfois au fin fond de la France, c'est pareil, on a d'autres problématiques. Donc, il faut que l'ensemble de ces problématiques puissent être lissées, je dirais, par les processus qu'on a définis. Donc pour vous, un projet comme ça, en itération, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment définir dès le début qu'est-ce qu'on veut. Et lorsqu'on reçoit, quand on a mis en place les process et quand on sait quel type de matériel on va recevoir, il faut que ce soit défini pour que quand le projet justement soit déployé, ce soit effectif. Disons que ce qui se passe, c'est que contrairement à un projet type logiciel où on va pouvoir faire des itérations d'une semaine à un mois, ici, les itérations, c'est sur une année. C'est-à-dire qu'il faut le temps que tout le monde puisse, enfin qu'il y ait suffisamment d'entités qui testent ce déploiement, qu'on valide que le matériel est bon, qu'on ait les retours pour analyser les différents indicateurs. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il ne faut pas oublier dans un projet, c'est les indicateurs, de manière à vérifier et avoir les retours suffisamment pertinents pour valider que le projet et que les différentes phases sont en adéquation avec ce qu'on attend. Et donc, nous, le projet, les itérations, une fois que le projet a été lancé, sont des itérations d'un an, puisque tous les ans, on regarde si, comment dirais-je, on est toujours dans la cible avec la volumétrie, la capacité mémoire, parce que c'est pareil. Comme ce sont des serveurs qui vont être déployés, les différentes entités peuvent mettre dessus des applications qui vont être plus ou moins gourmandes en volumétrie, en mémoire ou en compute. Et il faut que ça reste en adéquation avec leur attente, parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un serveur d'un type pour un chantier, un serveur d'un autre type pour un chantier. Là, on va retomber dans le travers de ce que j'expliquais en premier, c'est que on ne peut pas déployer un modèle si on a des serveurs qui sont différents à chaque fois. Donc, on a défini un serveur qui avait des capacités suffisantes pour remplir les 80% des chantiers. D'accord. Et pour ça, vous avez vraiment fait cette analyse du besoin au préalable en travaillant avec les différentes entités, les différentes Voilà, tout parties à fait. prenantes pour définir qu'est-ce que vous avez besoin pour ensuite le déployer. Voilà. Et en fait, après, Et donc, tout le déploiement en fait, du projet, on va dire entre guillemets l'amélioration du projet, c'est de l'itération et tous les ans, vous faites un petit peu le voilà. check de qu'est-ce qui se passe de positif, qu'est-ce qui ne marche pas. Et là, en fait, on améliore le projet. Alors, voilà, il faut aussi décorréler. On a un check régulier tous les mois de manière à valider qu'il n'y ait pas de curseur qui sortent des limites, mais on a une itération tous les ans
de manière à ce que tous les ans, on se repenche pendant 2 mois au besoin sur le projet pour voir est-ce qu'on garde le même matériel, est-ce qu'on garde la même volumétrie, etc. Voilà, tous les mois, en fait, vous faites le check si tout se passe bien, si les problèmes qui ont pu être détectés, corrigés, etc. Et en fait, tous les ans, par contre, là, c'est vraiment un petit peu plus en profondeur et voir Voilà, vers quoi on se dirige pour améliorer l'ensemble du projet. tout à fait. D'accord. Et là, votre façon de travailler, on va dire de communiquer avec les différentes entités, comment ça se passe? Comme chaque entité est encore divisée en sous-entités, la décision qui a été choisie chez nous, c'est de dire, ben voilà, dans chaque entité, on aura un référent projet et le référent projet est à charge de communiquer au sein de sa division. D'accord. Et comment se passent vos, entre guillemets, on va dire, vos réunions entre ces différentes entités? Quand est-ce qu'elles se déclenchent et qui est responsable de quoi? Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Alors là, pour l'instant, on est en phase montage du projet, hein, quand on a commencé les premiers déploiements. Mais ce qui est prévu, alors déjà pour le déploiement, comme on est en phase, on a terminé la phase pilote, on est en phase post-pilote, je dirais, on est en communication permanente. Donc dès qu'il y a le moindre souci, dès qu'il y a la moindre interrogation, les gens reviennent vers moi. J'ai aussi le rôle pour l'instant de delivery manager. Et après, c'est prévu une réunion, un point de comité projet tous les mois pour valider qu'il n'y ait pas de problème particulier, donc sortie des curseurs, enfin des indicateurs, pardon, ou pour traiter les demandes éventuelles des différentes divisions. D'accord, ok. Comment ça se passe avec la situation actuelle et les restrictions qui tombent un petit peu n'importe quand? Ça nous a posé quelques soucis au départ, puisqu'on avait des maquettes, et donc du coup, il fallait que les architectes qui étaient en charge de monter les maquettes puissent intervenir sur site. Donc ça nous a posé, et ça nous pose encore quelques petits soucis, parce qu'il y a encore deux, trois choses à finaliser. Après, le reste du temps, de toute façon, même quand on est au bureau, vu que les gens sont un petit peu partout en France et dans le monde, nos réunions se passaient déjà par Teams. Donc, on n'est pas forcément plus pénalisé que ça. Même pour peut-être la livraison de matériel? Bah, la livraison de matériel s'organise, hein. On prévoit l'envoi vers le destinataire. Nous, en ce moment, on est en train de travailler sur la fourniture d'un prestataire qui serait capable de délivrer, mais les divisions ont déjà leur circuit actuel qui fonctionne très bien, même avec le Covid. Ça arrive chez un prestataire, le prestataire fait les opérations de colisage et d'envoi et ça arrive à destination. Après, c'est simplement, il faut bien calibrer les dates, faire coordonner les dates de livraison et de réception. Oui, c'est vrai, là c'est vraiment de l'anticipation tout en essayant de s'adapter à la situation. Mais ça, c'est des choses qui existaient déjà, puisque avec ou sans Covid, quand vous envoyez quelque chose en Afrique ou dans les dom-toms, bah, ici, il y a des délais qui sont parfois comment dirais-je, impactés par les services douaniers. Et du coup, la coordination, elle doit être faite, elle existait déjà, quoi. C'est déjà des choses qu'ils avaient l'habitude de traiter. D'accord. Comment vous voyez un petit peu l'évolution de ces déploiements de projets en itération? Comme vous avez, on en parlait en 2004, vous avez eu instinctivement cette, on va dire, cette faculté de s'adapter justement aux besoins utilisateurs, d'être près d'eux pour recueillir leurs besoins. Aujourd'hui, ça s'est vachement démocratisé. Comment vous voyez voilà, l'apparition par exemple du DevOps, du Scrum, enfin cette philosophie agile, et comment vous la voyez évoluer avec le temps? Bah, nous, on la vit au quotidien, hein, puisqu'on nous demande de plus en plus d'être avec les utilisateurs et d'être au contact. Moi, c'est des choses que j'ai connues et qui ne m'ont jamais choqué. Maintenant, c'est vrai que d'être obligé d'échanger avec le client, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui s'apprennent parce que bah, c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'aisance d'échanger. Il y a des gens qui sont plus ou moins timides, il y a des gens qui sont parfois sanguins, je dirais. Et du coup, il faut arriver à se maîtriser,
à comprendre, à dialoguer. Et aujourd'hui, tous les jeunes, voire même moins jeunes, échangent, dialoguent. Oui, dialogue par Twitter, dialogue par Facebook. Oui, mais c'est pas du dialogue, ça. Et ça s'apprend. Ça s'apprend pourquoi? Parce que le fait d'échanger avec quelqu'un, c'est pas d'avoir un ami sur Facebook, c'est pas d'envoyer un tweet parce qu'on va réagir à quelque chose sur Twitter. Non, dialoguer avec quelqu'un, c'est lui expliquer notre idée, de comprendre son besoin et de lui apporter une réponse. Et ça, c'est de l'échange. C'est pas une conversation qu'on va avoir dans un réseau social quelconque. C'est vraiment de l'échange et parfois aussi, cet échange doit amener à convaincre que la demande de l'utilisateur n'est pas réalisable telle que lui le souhaite, qu'on va répondre à son besoin, mais il faut expliquer comment on va répondre à son besoin, peut-être pas de la façon dont il l'attendait. C'est ça. L'utilisateur n'a pas forcément cette vision de comment il est possible de répondre à un besoin. Il sait globalement ce qu'il veut, mais par contre, quand on va justement déployer le projet, quand on va planifier peut-être le déploiement de la solution, ça va être totalement différent de la façon dont lui l'imaginait. Et c'est pour ça que le dialogue est très important. Donc, ces points de revue fréquents sont très valorisants pour le chef de projet et enfin pour l'équipe projet, parce que bon, un chef de projet tout seul, moi je l'ai vécu, c'est intenable, hein. Donc, le chef de projet, il a toujours besoin d'une équipe. Et les points du chef de projet avec son équipe et du chef de projet avec le client sont très importants. Et plus ils sont rapprochés et pertinents, plus le projet se déroulera d'une façon sereine. Est-ce que vous pensez que l'équipe du chef du projet doit justement pouvoir dialoguer aussi avec le client pour comprendre son besoin? Non, ça c'est justement un des rôles du chef de projet. Il peut y avoir, parce qu'il y a une incompréhension quelque part, un des membres de l'équipe qui va répondre à une question, mais le dialogue, c'est celui qui pilote. Quand vous avez un avion qui vole, c'est pas la steward qui va aller prendre le micro pour expliquer au commandant de bord comment il doit piloter et où il doit atterrir. C'est la tour de contrôle qui pilote, enfin qui discute avec le commandant de bord. Eh ben, dans un projet, c'est pareil. Le pilote de l'avion, c'est le chef de projet. Il a son équipe, oui. Si jamais il y a une avarie et que c'est la steward qui est allée voir ce qui se passait et qu'elle puisse répondre en direct, mais c'est exceptionnel. C'est pas son boulot. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Après, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que chacun doit garder sa place et le chef de projet doit faire confiance à son équipe et l'équipe doit faire confiance au chef de projet pour que lui, par contre, lui doit décliner les besoins, les retours et dans un sens, dans l'autre. C'est-à-dire que le chef de projet doit bien tout redescendre à son équipe et inversement, le chef de projet, tout ce que son équipe lui donne, doit le remonter et doit poser les questions que pose l'équipe au client. On va dire que l'équipe technique participe, mais de manière indirecte, à répondre aux besoins. Elle va participer à cette phase où il faudra peut-être analyser un petit peu ce que veut le client pour justement proposer une solution qui va en raccord avec ça. Mais le chef de projet reste l'interface entre le client et l'équipe technique pour vraiment contextualiser le besoin et partir vers la bonne direction. Après, ça n'empêche pas que, moi je l'ai vu, hein, dans mon cas, s'il y a un besoin de déploiement technique, là, ce n'est pas le chef de projet, c'est le technicien qui va le réaliser. Mais là, c'est dans le cadre du déploiement. Dans toute la phase projet, la construction du projet, c'est la responsabilité du chef de projet. Maintenant, après, quand on arrive à la réalisation du projet, le déroulement technique, oui, c'est les techniciens qui vont le faire.
Hein, quand on construit un bâtiment, c'est le chef de projet qui va tirer les plans, etc., avec l'architecte. Quand il faut monter une bâche ou quand il faut monter un mur, forcément, c'est l'artisan qui va réaliser, enfin, c'est le maçon qui va réaliser le mur. Et si le client est là, le client peut très bien demander au maçon, oui, pourquoi vous montez un mur en brique à cet endroit-là? Parce que la brique est plus isolante, etc. Donc là, oui, il n'y a pas de souci pour qu'il y ait un échange avec les équipes au moment de la réalisation. Mais dans la phase préparation, développement, c'est le chef de projet qui a l'interface. Autrement, ça devient vite très difficile à gérer parce que le chef de projet, si son équipe a un ordre ou une consigne de la part du client et que le chef de projet est pas au courant, ça risque de le perturber un peu. C'est ça, ouais. Est-ce que vous avez peut-être, durant votre, on va dire, longue carrière, quelque chose qui vous a, on va dire, le plus marqué, peut-être un livre que vous avez peut-être lu, une vidéo ou même la formation que vous avez faite il n'y a pas très longtemps? Oui et non, parce que moi, je pars du principe que toute connaissance est bonne à prendre et chacun a sa vision de la chose. Et c'est d'ailleurs le plus difficile lorsqu'on fait de l'éducation, c'est d'arriver à véhiculer une histoire et à raconter quelque chose. Et chacun le raconte à sa façon. Donc, le MOOC que j'ai fait, j'ai plus le nom, hein, je suis désolé, je l'ai plus en tête. Le MOOC que j'ai fait était très intéressant parce que il amenait la version projet dans son ensemble sans avoir une méthodologie particulière. Donc, c'était très intéressant. Et après, c'est plus les expériences. Donc, c'est mon travers autodidacte. J'apprends beaucoup de mes erreurs. Et c'est plus ces expériences qui m'ont formé et qui m'ont amené où je suis aujourd'hui. Ouais. Et au travers de cette expérience, pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à donner, vu que vous êtes passé par énormément d'étapes, vous avez sûrement vu beaucoup de choses, un conseil justement à donner aux gens qui nous écoutent pour qu'ils puissent partir vers la bonne direction ou voilà, on va dire partir vers la bonne direction. Disons que les conseils, c'est ce qu'on a évoqué tout au début. Le premier, c'est réfléchissez. Moi, j'ai l'habitude de dire, alors j'ai plein de petites phrases à 100 balles, mais j'ai l'habitude de dire, vaut mieux perdre 5 minutes à réfléchir que 20 minutes à courir. Je n'aime pas courir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais geôlier militaire dans les bois à faire de la course d'orientation. On s'arrête, on regarde ce qu'on nous demande, on regarde le terrain et après on y va. En projet, c'est pareil. On regarde ce que demande le client, on discute avec lui pour savoir si on a bien compris. On voit les équipes, on s'entoure des équipes nécessaires pour répondre aux besoins et après, on peut commencer de travailler. Si dès que le client parle, on commence à écrire et à taper tout ce qu'on veut, on ne devra pas avancer beaucoup. Parce qu'au bout d'un moment, on va s'apercevoir qu'on a été un petit peu trop vite, prendre le temps avant de démarrer. Et c'est ce qu'on explique hein, dans toutes les phases projet, c'est l'étude du besoin, la matrice de risque. C'est toutes ces phases-là qu'il faut faire. Oui, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de papier à gratter ou de pages à remplir, beaucoup de choses à faire, mais à la fin, ça marchera pas mal. Ça Ouais, marchera pas mal. voilà, ça permet la réussite du projet. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui servent. Le mind map, n'hésitez pas à vous en servir. Un bon dessin, ça vaut souvent 1000 pages parce que dans du texte, dès que ça devient trop long, les gens ne le regarderont pas. Par contre, un dessin, s'il est bien fait, s'il est explicite, ça marchera du tonnerre. Je le dis parce que j'ai un directeur de programme qui est très très bon en PowerPoint et j'avoue qu'il est très bon pour faire passer les messages et en quelques slides, on peut résumer beaucoup
qui tiendrait sur 20 ou 30 pages que les gens ne liront pas. Il faut savoir, lorsqu'on communique, que ce soit aux clients ou à ses équipes, au bout de la troisième page, déjà, ça commence à être indigeste. Donc, toujours aller à l'essentiel, faire des dessins ou des PowerPoint plutôt que des centaines de pages, ça servira pas mal. Et moi, j'ai une dernière petite phrase à 100 balles. Dans toutes les réunions, dans tous les échanges, je le dis toujours, c'est qu'il n'y a qu'une seule mauvaise question, celle qu'on pose pas. Toutes les autres, je suis ouvert. Voilà. Et je l'ai remarqué, hein, et ça, c'est aussi une chose sur laquelle le DevOps a des choses de bien, mais que je reviens, hein, sur les échanges et la communication. Je me suis aperçu, quand j'étais à la DGSE, en fait, le matin, j'arrivais tranquillement et ma première chose, je passais dans tous les bureaux, je disais bonjour. Et le fait de dire bonjour, on discute 15 secondes. Ça va pas. Ah ouais, mais ça m'énerve, j'ai encore ça qui est tombé. Ok, je prends note. On va voir l'équipe support ou l'équipe de développement du projet et on fait la petite remarque. Et ça, c'est comme le DevOps, c'est-à-dire que on fait une petite itération rapide, on vérifie si ça marche ou si ça ne marche pas, et on prend les notes pour corriger. Et le client s'aperçoit que derrière, les remarques, elles sont entendues. Donc la communication, c'est très important. Et la communication, ce n'est pas simplement dire bonjour, c'est aussi comprendre, voir le problème qu'a rencontré le client ou l'équipe. Parce que, attention, hein, quand je dis communication, c'est à deux volets. Le chef de projet vers le client, mais aussi le chef de projet vers son équipe. Et si l'équipe a un problème, il faut que le chef de projet puisse discuter avec et comprendre le problème de l'équipe. Ça peut être des choses qui ont été mal comprises, auquel cas, il ne faut pas hésiter à faire un point, on se pose. J'en reviens toujours à la même chose, hein. On se pose, on fait un point d'équipe et on repart sur des bonnes bases. Voilà. Tout à fait d'accord. Peut-être un dernier mot avant de finir? Bon courage. Bon courage. C'est pas toujours facile. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai une carrière qui est très variée et qu'il ne faut pas hésiter à se poser la question, est-ce que ça me plaît? Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous ne trouvez pas d'intérêt, changez de boulot parce que vous pourrez faire des heures et des heures sans vous en rendre compte. Et ça, c'est mes enfants qui me le disent. Papa, pourquoi quand je fais des devoirs, c'est long et quand je m'amuse, ça passe toujours trop vite? Eh bien, en projet, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Si vous faites quelque chose qui ne vous intéresse pas, ça va passer long et vous n'allez pas vous investir. Francis Verpeau, merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir.